Bonjour, nous allons étudier le pendule, l'étude de son mouvement et l'étude des transferts énergétiques. Ici, plusieurs situations de mouvements périodiques. Seuls les 4 qui sont ici sont des mouvements périodiques oscillants puisqu'ils effectuent des allers-retours autour d'une position d'équilibre. Donc ici, marée haute, marée basse, donc l'eau passe sans arrêt de haut à basse, effectue bien un mouvement d'oscillation autour d'une position d'équilibre. Pareil pour le pendule ici du professeur Tournesol. Pareil lorsqu'on a un ressort, donc la personne effectue des mouvements d'aller-retour autour d'une position d'équilibre, le trampoline idem. En revanche, les aiguilles d'une horloge ne font pas un mouvement oscillant. Le mouvement est périodique, mais il n'y a pas d'aller-retour, donc on a un mouvement périodique tout simple. Et pareil pour les planètes autour du Soleil. Nous allons étudier un mouvement périodique oscillant qui est le mouvement du pendule. Un pendule s'obtient en prenant une masse relativement lourde, accrochée à un fil inextensible, accrochée à un point fixe. Quand je lâche mon pendule, il va évoluer pour passer ici à un moment donné vers la verticale, s'éloigner de sa verticale de l'autre côté, remonter éventuellement encore un peu, puis redescendre et revenir là où il était. Et ce mouvement peut continuer un certain nombre de temps, à certains moments. Pour repérer la position du pendule, je peux faire appel aux axes O, X, Z, repère cartésien, mais je peux aussi faire appel à un angle. L'angle ici est appelé l'écart angulaire ou abscisse angulaire. Cet angle est mesuré depuis la position d'équilibre jusqu'à la position sur laquelle on veut étudier, que l'on cherche à étudier. Donc cet angle-là, on va le noter comme valeur algébrique, puisque là je mesure 20 degrés, mais ici côté vert, il y a aussi 20 degrés. Donc 20 degrés, ça ne suffit pas pour déterminer précisément la position du pendule. Donc on va parler de valeur algébrique. Donc une valeur algébrique, je vais affubler l'angle d'un signe. Donc je vais compter l'angle comme étant positif, donc plus 20 degrés, lorsque je me déplace dans le sens trigonométrique. Donc pour aller de la position d'équilibre jusqu'à la position recherchée, si je suis dans le sens trigo, j'affublerai d'un signe plus la valeur de l'angle. Donc là, mon angle est à plus 20 degrés. Ici, il est à moins 20 degrés. Ça me permet de différencier les deux positions jaune et verte. On va parler ici de θ max, qui est l'écart angulaire maximal. Donc ça porte aussi le nom de amplitude. C'est l'angle sous lequel on lâche le mobile. Donc j'ai rappelé ici ce qu'était la valeur algébrique. Donc positif quand c'est compté dans le sens trigonométrique. Alors, essayons de voir pour la position d'équilibre. Donc, où se trouve la position d'équilibre d'un pendule? Elle n'est pas là, là où c'est actuellement sur la photo. Effectivement, si je lâche mon objet ici, il ne va pas y rester. Il va se mettre en mouvement et il va se mettre à osciller. En revanche, si je mets mon pendule ici quelque part sur cette verticale et que je le lâche, il va y rester. Donc là, c'est sa position d'équilibre. C'est la position d'équilibre que je peux trouver en manipulant. Voyons maintenant ce que la théorie nous dit. Donc, je vais étudier mon système dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, dans le repère OXZ, ici qui figure en rouge, et je fais le bilan des forces extérieures. Il y a le poids et il y a la tension du fil. Je cherche la position d'équilibre. Donc, à l'équilibre, je sais que le vecteur vitesse est nul. Donc, je peux utiliser la première loi de Newton qui dit que le système est alors pseudo-isolé, la somme des forces doit être nulle, et j'obtiens donc que le vecteur poids doit être égal à l'opposé de la tension. Ce qui signifie que dans ce cas-là, P et T doivent absolument avoir la même direction, la même valeur, mais des sens opposés. S'ils ont la même direction, c'est qu'ils sont nécessairement à la verticale. Donc ici, avec la première loi de Newton, je retrouve que la position d'équilibre, c'est bien celle de la verticale. Alors pour mieux voir les choses, ici je représentais P et T à différentes positions ici. Je vois bien que P et T n'ont pas la même direction, jamais, excepté
lorsqu'il y a passage ici sur la verticale. Donc là, c'est le seul endroit où P plus T peuvent s'annuler. Donc l'équilibre est forcément ici sur cette verticale. Qu'en est-il maintenant du mouvement de mon mobile? Donc mouvement. Qui dit mouvement dit trajectoire. Que puis-je dire de la trajectoire de ma masse? La masse ici effectue une trajectoire circulaire puisque le fil est inextensible. Que puis-je essayer de dire maintenant sur la vitesse de mon mobile? Alors, je vais faire une étude théorique. Donc, je reprends le système, le repère, le référentiel et mes forces. Puisque le mouvement est circulaire, forcément la direction du vecteur vitesse va varier et le sens aussi, puisqu'il y a des mouvements d'aller-retour. Donc, je sais que mon vecteur vitesse va varier. Donc, s'il varie, je peux utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, si j'utilise la deuxième loi de Newton, j'aboutis au fait que P plus T, c'est égal à ma. Donc, j'en déduis que quoi qu'il arrive, le vecteur accélération doit avoir la même direction et le même sens que les vecteurs, que la somme vectorielle P plus T. Donc, je retiens ce résultat donné par la deuxième loi de Newton et je vais calculer P plus T. Je vais faire le travail dans le cas où mon mobile se déplace de la droite vers la gauche. Donc P plus T, GT, je mets au bout P pour avoir le vecteur P plus T qui apparaît ici en blanc. Donc en blanc, j'ai le vecteur P plus T qui représente aussi, qui modélise aussi la direction et le sens de A. Donc je retiens qu'en blanc, je modélise direction et sens de A. Je vois ici en blanc que A, l'accélération, est dans le même sens que le mouvement. Donc j'en déduis qu'en cet endroit-là, il y aura une accélération, la vitesse va augmenter. Pareil ici pour la position jaune, donc la vitesse continue à augmenter. Donc, dans toute cette partie, la vitesse va augmenter. Quand je passe de l'autre côté de la position d'équilibre, je remarque que le vecteur accélération est dans le sens contraire au sens du mouvement. Donc dans toute cette partie-là, l'accélération sera négative, autrement dit, il y aura une décélération, donc la vitesse va diminuer. Le mobile passe cette fois-ci de la gauche vers la droite, revient ici vers la droite. Donc, comment cela va-t-il évoluer? Donc, au départ, de ce fait, le mouvement est dans le même sens que l'accélération. Donc, le mobile va de nouveau voir sa vitesse augmenter, puis passer l'équilibre, il verra sa vitesse diminuer puisque l'accélération est dans le sens contraire du mouvement. Donc, le mobile va voir sa vitesse augmenter, augmenter, augmenter. Là, elle sera maximum à l'équilibre. Puis ensuite, sa vitesse va diminuer pour arriver égale à 0. Quand elle est à 0, elle fait demi-tour, elle réaugmente, elle redevient maximum, puis elle rediminue. Donc voilà, comment évoluent l'écart angulaire au cours du temps. Donc si je regarde comment va évoluer cet écart angulaire au cours du temps selon une sinusoïde. Donc si je regarde bien, au départ, mon mobile est lâché en A, donc l'écart angulaire est maximal, puis l'écart angulaire diminue, il est nul lorsque je suis à la position d'équilibre, puis l'écart angulaire augmente dans les négatifs pour arriver ici en B, où l'écart angulaire est le plus négatif possible, puis rediminue, etc. Ici, j'ai un mouvement qu'on qualifie de périodique. Qui dit période dit on va chercher sa période. Qui dit mouvement périodique dit qu'on va rechercher sa période. La période, je l'ai matérialisée ici, donc c'est la durée pour laquelle le mouvement va effectuer un aller-retour, le plus petit mouvement qui se répète. Donc la période, c'est l'aller-retour, se mesure ici. Et cette durée d'aller-retour est directement reliée à la longueur du fil inextensible et à G, l'intensité de pesanteur. On remarque que la masse du pendule ne rentre pas dans cette formule de période propre, ni l'angle sous lequel on lâche le pendule. Donc ces deux remarques qui vont un peu contre l'intuition posera question quand on sera en TP. Maintenant, si en plus de P et T, des forces de frottement s'ajoutent, qu'est-ce qui se passe?
On remarque que le mouvement périodique n'est plus périodique totalement, on dit qu'il est pseudo-périodique. L'amplitude ici va diminuer. Autrement dit, le mobile qui était lâché en A va partir sur la gauche, ne va pas atteindre B, va rebrousser chemin un peu plus tôt. Et là, pareil, un peu plus tôt, puis un peu plus tôt, plus tôt, plus tôt. Donc l'amplitude va diminuer au cours du temps pour venir s'arrêter au bout d'un moment. Donc quand on observe des faibles forces de frottement, le retour à l'équilibre est un petit peu plus long que si les forces de frottement sont importantes, mais il y aura un retour à l'équilibre inévitablement. Dans ce cas-là, on peut mesurer ce qu'on appelle la pseudo-période, et il s'avère que cette pseudo-période au niveau théorique est à peu de choses près égale à la période propre. Maintenant, si les forces de frottement sont vraiment très très importantes, le retour à l'équilibre se fait directement sans oscillation. Je lâche et pouf, ça vient s'arrêter à l'équilibre, tout est freiné. Donc regardons maintenant comment se passent les transferts d'énergie lorsqu'il n'y a pas de frottement. Donc le mobile, on a vu qu'il part ici d'une position relativement haute, donc l'énergie potentielle sera grande. Ensuite, dans un premier temps, l'altitude va diminuer, l'énergie potentielle va diminuer. Pendant ce temps-là, la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Je passe de l'autre côté de la position d'équilibre, la vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue. Et pendant tout ce temps-là, l'altitude augmente, donc l'énergie potentielle augmente. Donc l'énergie cinétique et potentielle vont varier au cours du temps. Donc voici le genre de courbe que l'on obtient. Donc on voit ici en vert l'énergie potentielle grande au départ qui diminue puis qui redevient plus grande. Et pareil pour l'énergie cinétique, enfin à l'opposé, l'énergie cinétique au moment du lâcher est faible, la vitesse augmente, puis elle va rediminuer, etc. Donc là, vous avez les courbes, l'énergie mécanique est constante, ce qui montre qu'il n'y a bien pas de frottement. J'ai représenté ici les dates de passage. Je suis au point A. J'arrive au point E. L'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale. Et puis ensuite, je passe au point B. L'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est minimale, etc. Ces courbes ont bien l'air d'être périodiques, donc on pourrait tenter de mesurer leur période. Mais attention, la double flèche que j'ai représentée ici, est-ce que ça représente la période propre du pendule? Est-ce que ça représente la durée pour faire l'aller-retour? Non, si vous regardez ici la période ici qui est représentée, ça représente la durée pour aller de la position A à la position B. Donc ici, vous lisez sur les courbes d'énergie, non pas la période propre, pas la durée de l'aller-retour, mais simplement la moitié de cette durée propre, de cette période propre. La période propre, pour la déterminer, il faut prendre la durée pour aller du moment où le mobile est en A et au moment où il revient en A. Donc la période propre, ce serait toute cette durée-là. Donc c'est 2 fois la période des énergies. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un transfert d'énergie cinétique potentielle au cours du mouvement du pendule. Si ce pendule avait subi des frottements, qu'est-ce qui aurait changé dans ce genre de graphe? On aurait vu une énergie mécanique qui décroît, autrement dit les courbes vertes et bleues, ici, elles auraient été en s'amenuisant petit à petit. Les maximums, les amplitudes auraient été de plus en plus faibles, et donc la somme des deux aurait eu une énergie mécanique qui diminue. Donc voilà, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui était compris devienne un acquis, il faut voir, revoir, faire, refaire. À bientôt.